Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique mais extraordinaire. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je reçois des entrepreneurs et des experts qui nous partagent leur histoire, leurs meilleures pratiques, mais surtout comment ils font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Joey Catry, qui est à la tête de Dolls. Joey nous raconte son parcours d'entrepreneur qui a commencé dès son jeune âge et surtout de la belle histoire familiale avec des valeurs profondes. Et aujourd'hui, Dolls est toujours en hypercroissance avec des projets multiples, une belle histoire authentique et riche. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Joey Catry, président, cofondateur de Dolls, bienvenue. Merci. Merci de me recevoir. Écoute, on se connaît depuis déjà 12 ans, c'est ça qu'on disait, 2012? 2012, 2012, donc 11 ans bientôt. Et tu m'as toujours impressionnée parce que tu as été quand même un jeune entrepreneur impliqué dans des histoires d'entrepreneurs aussi avec tes parents. Et très contente aujourd'hui d'avoir suivi l'évolution de ton parcours à toi, mais aussi de ton entreprise qui a vécu l'hypercroissance, qui aujourd'hui a une super belle culture avec une belle équipe. Alors, merci de prendre le temps de venir nous partager tout ça aujourd'hui. Bien, merci à toi, Cléo. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui là, sur ton podcast. Yes. Et tu sais que le premier invité sur le podcast est ton cofondateur, donc Sean Joel, qui est ton beau-frère également dans la vie avec qui tu vas pouvoir nous parler aussi. Et vous êtes des personnes importantes dans ma vie parce que, à vrai dire, je me rappelais de ça, vous avez été en réalité mes deuxièmes vrais clients, Gazelle Scaling Up, et vous avez cru en moi. Bien, tu ne nous l'avais pas dit qu'on était tes deuxièmes clients. Je pense qu'on s'était rencontrés la première fois. Oui. On pensait que tu avais un peu plus d'expérience. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il fallait que je vende. Hein? Puis je commençais à quelque part. Fait que j'avais créé agence à l'époque qui était dans IO aussi. Et là, je vous avais rencontré. Puis on a cohabité. On a travaillé ensemble plusieurs années. Puis j'ai vu les belles choses, en fait, tellement extraordinaires que vous avez implantées. Fait que je suis contente que tu viennes partager ça aujourd'hui pour pouvoir inspirer nos entrepreneurs. Puis j'aime toujours commencer le podcast pour connaître l'humain, en fait, derrière Dolls, président cofondateur. Fait que, tu sais, Joey, tu viens d'où? Parle-nous de toi un peu. OK, good. Bien, avec plaisir, Cléo. Puis, bien, je peux recommencer peut-être... Ton enfance. Mon enfance oui. d'être jeune. Fait que, ben, si je recommence de loin, mon père, c'est un immigrant. Il est venu du Pakistan dans les années 60, 67, je pense, pour venir étudier à l'université McGill. Il a rencontré ma mère, qui est une Québécoise, qui a grandi à Montréal. Et puis, fait que c'est comme ça que mes parents, leur histoire a commencé. Mon père est un comptable de formation. Et puis, lui a commencé sa carrière dans une entreprise qui fabriquait de l'éclairage d'urgence. Il est devenu un vice-président de finance, CFO, ultimement, dans cette entreprise-là. Fait que c'est moi, quand j'étais jeune, j'ai vu mon père évoluer dans ce domaine-là. Quand j'allais à l'école, crois-le ou non, je n'étais pas le meilleur dans ma classe. Et puis, j'avais de la misère avec l'école, pour être honnête avec toi. Je pense que j'ai toujours eu une fibre entrepreneur, peut-être un petit TDA. OK. Et puis, j'avais de la misère à l'école. Puis, quand j'étais en secondaire 2, puis là, ça avait été une année difficile pour moi. À la fin de secondaire 2, mon père, quand c'était le temps de l'été, mon père a dit, là, cet été, tu vas venir travailler. Parce que je ne veux pas que tu flânes, puis que tu te mettes dans le trouble, fait que tu vas venir travailler. Puis je veux pas dire que c'était une punition, mais c'était comme une façon de me recadrer. Puis je suis allé travailler cet été-là, puis dès le début, j'ai adoré ça. Okay? J'ai travaillé, j'ai fait le tour de l'entreprise, j'ai travaillé dans l'usine, j'ai travaillé dans le bureau, j'ai travaillé en comptabilité. Je me rappelle encore, j'avais fait comme des réconciliations bancaires quand j'avais 14 ans. Puis j'aimais ça. Wow. Okay? C'était comme vraiment pas cool, tu sais, comme quand t'as 14 ans, puis il y en a un qui est bon à la guitare, puis l'autre qui est bon en skateboard, puis ben moi, j'étais bon à faire comme de la réconciliation bancaire.
Fait que ça a un petit peu commencé comme ça. Puis là, à partir de là, j'ai toujours voulu travailler. OK? Fait que chaque été, même des fois des relâches du printemps, je dis Pache, peux-tu venir travailler cet été ou c'était la semaine de congé que j'ai, puis tout ça. Puis, fait que j'ai toujours aimé ça. Après ça, quand j'étais au cégep, j'ai parti ma propre petite entreprise où est-ce que je fabriquais des T-shirts, des casquettes, puis comme du linge. Au début, je voulais faire ma propre marque. Et puis, ça n'a vraiment pas fonctionné. Il n'y a personne qui voulait en acheter. Mais j'avais quand même l'ambition de faire ça. Et puis, je me rappelle, j'avais tout monté ma gamme et puis mon brand et puis tout ça. Et puis là, ben, j'ai eu l'opportunité d'en faire un peu pour comme des items promotionnels pour des bars, des restaurants. Fait que j'ai fait ça pendant quelques mois. Honnêtement, peut-être une année. Il me manquait tellement de rigueur. Je faisais pas les choses bien. Mais quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me dis, my God, j'avais vraiment la drive, puis le guts de le faire. Puis sans me poser de questions sur comment, puis où est-ce que l'argent va venir, puis j'ai juste go, je l'ai fait. Après ça, mon père a quitté son emploi où est-ce qu'il a fait la plupart de sa carrière dans cette entreprise-là. Lui s'est lancé en affaires. C'est que c'était plus loin dans sa carrière que lui s'est lancé en affaires. Il a parti sa propre business. Et puis, éventuellement, quand je me suis rendu compte que mon aventure de T-shirt, casquette ne fonctionnait pas super bien, je suis allé le rejoindre. J'ai dit, bon, je suis prêt à venir travailler pour ton entreprise. Et puis là, j'ai eu mon premier emploi en vente. Fait que je faisais des ventes sur la route. J'allais visiter c'était une entreprise en éclairage. Et puis, j'allais visiter des électriciens, des distributeurs électriques, vraiment du cold call. OK? Ça a vraiment été une partie de ma vie très, très, très utile. Le cold call, là, c'est tough, c'est pas facile. Ça prend du courage. Mais je l'ai faite, puis je suis heureux de l'avoir faite. Puis... Ça, c'était dans le cadre de l'entreprise de ton père? Ça, c'était l'entreprise de mon père. OK. C'est ça. OK. Fait que là, il t'a donné cette responsabilité-là. C'est ça. OK. Exactement. Et puis là, ben, quelques années après avoir parti cette entreprise-là, mon père, l'entreprise a connu certains troubles. Ça n'a jamais vraiment décollé. Et puis, ils ont fini par fermer l'entreprise. Et puis, c'est arrivé d'une façon assez soudaine aussi. J'étais dans le début de ma vingtaine rendu là. OK. Fait que là, après ça, quelques semaines après cette mésaventure-là, si je peux appeler ça comme ça, j'ai dit, mais là, j'en connais assez. J'ai travaillé pendant 1 an en vente. Fait que là, moi, je vais partir ma propre entreprise en éclairage. T'sais, à défaut des T-shirts, là, tu connaissais ça de A à Z. Là. fait que j'ai décidé que j'allais partir mon entreprise en éclairage. Et puis, mon père puis ma mère me voyaient aller. Et puis, au début, ma mère a dit, moi, je vais venir te rejoindre puis je vais t'aider du côté administratif. Puis quelques semaines plus tard, mon père a dit, ben moi aussi, je veux en faire partie de cette nouvelle aventure-là. Puis j'ai forgé un partenariat avec mes parents. Les 3 ensemble, on a parti une nouvelle entreprise en éclairage. Quelques mois suivant ça, on a eu l'opportunité d'acheter une petite entreprise en éclairage qui était sur le bord de la faillite. Le propriétaire venait de décéder. Et puis là, la famille cherchait vraiment quelqu'un pour venir prendre ces actifs-là. Et puis, fait que rapidement, on a fait cette transaction-là. Puis on est vraiment reparti, puis on a rebâti à partir de là. J'ai travaillé avec mes parents pendant la plupart de ma vingtaine dans notre partenariat. L'entreprise a connu beaucoup de succès. On a connu une croissance rapide. C'est comment? Parce que là, tu as travaillé pour ton père, mais là, c'était toi qui partais l'entreprise. Fait que comment vous avez joué ça, ce partenariat-là? Oui, c'est une excellente question. Mon père, vraiment, et ma mère, mais des personnes incroyables. Puis mon père, depuis que je suis très jeune, m'a toujours traité comme un égal. Fait que ça n'a jamais été il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu la problématique de comme ces tensions père-fils sur le contrôle et puis tout ça. Rapidement, mon père, c'est quelqu'un avec un background finance. Moi, je me suis rapidement trouvé dans les ventes, marketing, développement de produits. Puis mon père a rapidement comme respecté ma position dans ce rôle-là, moi, sa position dans son rôle. Fait qu'honnêtement, on avait vraiment une belle complicité. Puis, je les connais, tes parents, ils sont extraordinaires. Ils sont toujours, c'est ça. Fait que là, il y a comme ce partenariat-là. Puis là, vous faites ça comme une dizaine d'années, c'est ça? Fait que là, on a fait ça pendant presque une dizaine d'années. C'est ça.
Ouais. Wow! Ouais. Mais là, c'est ça. Puis ta mère, elle est toujours restée aussi au sein de l'organisation? Oui, absolument. Ouais. Puis là, ensemble, le partenariat, au début, quand vous avez commencé, vous étiez les 3, mais à la fin, il y avait combien de personnes? À la fin, fait que la compagnie a eu beaucoup de croissance. On est allé public sur la bourse de Toronto. Fait qu'il y avait plusieurs actionnaires dans l'entreprise, évidemment. Oui. Et puis, on était rendu... il y avait quelques différentes divisions aussi, puisqu'on a fait des acquisitions au fil des années. Fait qu'on était rendu à plus que 200 employés à la fin. Puis, évidemment, plusieurs actionnaires. La famille était rendue quand même assez minoritaire. Là, on s'est dilué beaucoup au fil des années. Pour supporter cette croissance-là. Pour supporter cette croissance-là. OK. Et là, pendant une dizaine d'années, puis qu'est-ce qui se passe après? Fait que là, quand on est arrivé vers 2007-2008, il y a eu la crise économique aux États-Unis, puis l'entreprise a rapidement tombé dans des problèmes financiers. OK? Fait que c'était comme un jour, tout allait bien, puis le jour d'après, c'était comme... on commence à manquer d'argent et puis toutes les conditions de financement et tout ça ont changé très rapidement. Fait que c'est une leçon qui est restée avec moi pendant longtemps. Toi, tu m'as connu pas longtemps après ça. Oui. Fait que là, tu commences peut-être à comprendre. Je connecte les connects de dot, oui. Connect de dot, c'est ça. Fait que la compagnie commençait à avoir des troubles financiers. Et puis, à ce moment-là, Sean, mon beau-frère, travaillait aussi avec nous dans l'entreprise. Et puis, Sean et moi, on commençait vraiment à développer une belle complicité. On avait des clients majeurs, des clients en grande surface qu'on avait travaillé très fort ensemble à développer. Et puis, on venait de faire la plus belle vente de notre vie, OK? Vers la fin de cette aventure-là. On venait de faire la plus belle vente de notre vie. On venait de vendre un programme majeur à une grande chaîne de quincaillerie. Et puis, c'était vraiment comme, tu sais, c'était un huge win là, pour nous autres. Puis là, on arrive... La compagnie tourne rapidement dans des troubles financiers. On n'a pas d'argent pour fournir la première commande. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut pas laisser tomber cette opportunité-là. On a travaillé tellement fort pour. On vient de la gagner. Il faut qu'on trouve une solution. Fait que Sean et moi, on a regardé plusieurs différentes possibilités sur comment qu'on pourrait maintenir ce contrat-là. Mais c'était vraiment difficile. C'était un temps très difficile. Puis en bout de ligne, puis là, je skip des étapes, là, mais en bout de ligne, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on allait partir notre propre compagnie, et puis on allait racheter les actifs pour prendre ce contrat-là à nous-mêmes. OK? Et puis, quand je parle des actifs, c'était beaucoup de l'inventaire. La compagnie avait déjà bâti, je dirais, un 50% de l'inventaire nécessaire pour fournir cette première commande-là. Puis, il n'y avait pas l'argent pour faire le deuxième 50%. Fait que, dans un sens, le premier 50% ne valait rien parce qu'il fallait le compléter pour livrer la première commande chez ce détaillant-là. Fait que Sean et moi, on a rehypothéqué nos maisons. On a pris les quelques épargnes qu'on avait à ce temps-là. Et puis, on a décidé de partir cette nouvelle entreprise-là pour prendre, en prenant ce contrat-là comme point de départ. Fait que c'est comme ça que Dalles a commencé. C'était vraiment une proposition super risquée. T'sais, le client, il commençait vraiment à s'impatienter avec nous. On était encore très serré dans l'argent. On avait des fournisseurs aussi qui étaient pas très heureux parce que les choses s'étiraient plus qu'ils auraient voulu. Il y avait une transition qui se passait. Fait que c'est vraiment comme ça que l'entreprise Dalles a commencé dans ce contexte-là. Vous êtes rendu à quel âge, là, à ce moment-là? Fait que là, moi, j'avais 29 ans. 29 ans. Et puis, Sean et moi, on a environ le même âge. Fait que les deux, on était rendus environ à 30 ans. Mais tu sais, il faut le faire pareil, là, à 30 ans, là, de décider de réhypothéquer ta maison. Puis, tu sais, le risque, tout ça, c'est juste que vous autres, vous aviez confiance de dire, regarde, on va livrer la première commande, puis après, on repart la machine. Ou tu le vois un peu comme, c'est-tu de l'ignorance? Ou comment tu l'interprètes après des années, là? J'y pense beaucoup. Puis probablement un mélange de tout ça. On était juste dedans. Puis c'était comme, si je peux me permettre un anglicisme, là, c'est quand on dit the only way across the storm is through it. Là, c'était comme, on regardait juste comme, OK, c'est quoi on fonce? C'était quoi la prochaine étape? Fait que je n'étais pas rendu à un point que je faisais des analyses du risque devant nous et puis tout ça. C'était juste
c'était ça, c'était juste ça. OK, c'est quoi la prochaine étape aujourd'hui? OK, c'est quoi? Fait que aujourd'hui, je regarde ça par en arrière puis je me dis, qu'est-ce que je pensais? Oui. Mais c'est tellement... En même temps, c'est un beau risque parce que regarde Dolls aujourd'hui. Mais exactement. Ça a été quelque chose. C'est Il a fallu caler la shot puis il a juste fallu le faire. Oui, Puis on y croyait vraiment puis on l'a fait arriver. Mais tu as posé la question quel âge qu'on avait puis c'est ça, j'avais 29 ans. Pendant que tout ça se passait, ma femme était enceinte avec notre premier enfant. J'étais dû pour me marier cette année-là. Fait qu'en 2009, c'est l'année que toutes ces choses-là se sont passées. J'en avais vraiment beaucoup sur mes épaules. Mais ça a été une année très spéciale dans ma vie, l'année 2009. En même temps, je peux dire, si je peux me permettre, oui, que pendant ma vingtaine, j'ai vraiment le côté entrepreneur de moi s'est vraiment développé. J'étais vraiment un vendeur, je le voulais, je fonçais, j'allais chercher toutes les commandes que je pouvais aller chercher. J'arrêtais pas pour penser, on fait-tu de l'argent, on peut-tu livrer à temps, on est-tu les meilleurs, ça va-tu être de la bonne qualité? Je voulais juste go, aller tout chercher les opportunités que je pouvais aller chercher. Puis dans un sens, je trouve qu'en bout de ligne, j'ai aussi subi les conséquences de cette attitude-là. Puis, quand on a commencé Dolls, Sean et moi, je me suis dit plus jamais que je veux me retrouver dans cette situation-là. Là, j'ai encore la même passion entrepreneuriale que j'ai toujours eue, mais là, on va rajouter une couche de rigueur. OK? Ouais. Puis là, moi, je vais prendre contrôle de la trésorerie. Puis là, moi, on va se donner des disciplines puis des rigueurs que ça n'arrive plus jamais, qu'on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a des troubles financiers. Tu as appris tes erreurs, en fait, c'est les leçons apprises de ça. Et là, il y a la naissance d'un Joey 2.0. Puis encore une fois, c'est là que tu m'as connu. Oui, je comprends. Oui. Mais c'est bon, mais en même temps, c'est comme si tu n'apprends pas de tes leçons. Une erreur répétée 2 fois, ça ne fonctionne pas. Là, Alors là, tu pars avec Sean et tes parents sont-ils toujours impliqués? Comment? Mes parents ont été des grands supporters du plan dès le début. Mon père est resté dans... L'entreprise a continué d'exister pendant un certain moment, quand nous autres, on a quitté l'entreprise familiale. Fait que mon père est resté dans ça. Donc, vraiment, c'était vraiment l'aventure à moi et Sean quand on a débuté. Puis, au fil des années, mes parents sont venus nous rejoindre. Ils nous ont vraiment appuyés là, sur quelques dossiers, entre autres Dolls USA. Fait qu'on a parti de la division américaine. Mes parents ils ont beaucoup aidé avec ça. Mais au début, c'était vraiment moins Sean. OK. Grande histoire familiale quand même, hein? Ouais. C'est le fun. Ouais. Et là, tu dis que tu veux partir sur une rigueur, des principes et tout, mais raconte-moi un petit peu quelles étaient les fondations que vous avez mis en place, Sean et toi, au début. Oui. Au début, on s'était dit, il y avait quelques points sur lesquels on s'était vraiment là, focusé, si je veux. C'est, c'était la rigueur, comme je t'avais parlé. Fait vraiment, puis si je peux l'expliquer un peu, la rigueur, c'est que je me suis dit, à chaque jour, on va expédier nos commandes. On va les facturer à chaque jour. On ne va jamais les facturer en retard. On ne va certainement pas les facturer en avance. On va vraiment la cadence, on va regarder faire mes fameuses réconciliations bancaires. On va faire une réconciliation bancaire à chaque jour. C'est revenu le comeback du 14 ans. Okay. C'est bon. Puis on fait vraiment une rigueur. Fait que ça, c'était d'un côté. Puis Sean aussi, fait que moi, je l'ai pris d'un côté financier. Sean l'a pris beaucoup d'un côté opérationnel. Fait que l'inventaire, dans notre business, l'inventaire, c'est le nerf de la guerre. Fait que Sean, il a mis cette même rigueur-là, la même obsession que moi, j'avais sur le cash flow, la trésorerie, Sean vraiment sur tout l'inventaire, sur l'excellence opérationnelle. D'un autre côté, on s'est beaucoup axé sur la culture de l'entreprise. On s'est dit là, on a une opportunité incroyable parce que qu'est-ce qu'on avait vu dans le passé? On avait fait l'acquisition de plusieurs différentes entreprises et puis que c'était vraiment difficile de venir instaurer une culture à mi-point d'une entreprise. Pas pour dire que c'est impossible, mais c'est un challenge, une fois que la culture est déjà là. Fait qu'au début, Sean et moi, on s'est dit, on veut vraiment investir dans une culture. Maintenant, c'est le temps de le faire, au début. Et puis, on les deux, puis peut-être qu'on va en parler de ça tantôt, mais les deux, on faisait partie de EO, fait que Entrepreneurs Organization. Puis, on faisait partie du conseil. Puis,
Bon, en tout cas, moi, je faisais partie du conseil. Sean aussi, T'es président. Les deux, vous avez été président de cette organisation. Les deux, on a été présidents. OK. Oui. Mais pendant ce temps-là, je me rappelle, on avait fait une planification stratégique avec EO pour le conseil. Puis on avait reçu un petit booklet qui était comme bâti par Gazelles. C'était relié avec ça. Puis sur ce booklet-là, il y avait tu déterminais les valeurs de ton chapitre, la mission, la proposition en matière de valeurs. Fait que toutes ces choses-là. Fait que moi, j'ai pris ce booklet-là, puis j'ai dit, appliquons ça dans business. À la business. Fait que là, Sean et moi, la première année, on a fait une planification stratégique. Juste moi puis lui, on a loué comme une salle de rencontre dans un hôtel. On s'est rencontrés. Pas de personne pour animer ça. Puis tu sais, ça dérapait tellement, mais on a pris le temps puis la rigueur de le faire. Puis on a déterminé nos valeurs, puis on a déterminé vraiment qu'est-ce qu'on voulait que Dalles soit. OK? Puis c'est encore qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'est qu'en sorte, mais les gens qui ne connaissent pas Dalles, c'est quoi votre modèle d'affaires? Qu'est-ce que vous faites exactement? OK. Dalles, on est un fabricant d'appareils d'éclairage. OK? Fait qu'on fabrique des appareils d'éclairage. La gamme principale, c'est de l'encastré. Fait que les lumières que tu vas avoir dans ton plafond. On a commencé, la gamme principale quand on a commencé, c'était de l'éclairage sous cabinet. Fait que l'éclairage dans ta cuisine qui va comme illuminer tes comptoirs de cuisine. Fait que l'éclairage sous cabinet, c'est encore une catégorie importante pour nous aujourd'hui. Puis on fait de l'éclairage décoratif. Fait que des suspendus qui vont aller par-dessus, disons, ta table de cuisine, des applications plus commerciales aussi, des appliques murales. Aujourd'hui, on a une gamme d'éclairage paysager. Fait que la gamme, elle a beaucoup grandi au fil des années. Après ma barre, quand on a commencé, c'était de l'éclairage sous cabinet. Puis une autre chose, c'est quand on a commencé l'entreprise, c'est qu'on faisait, c'était une technologie plus ancienne. Fait que c'était beaucoup de xénon, halogène, fluorescent. Fait que des anciennes sources d'éclairage qu'on utilisait. Puis le DEL commençait sa commercialisation. Fait que ça a été un autre point, c'est que quand on a commencé l'entreprise, le DEL, c'était un très petit pourcentage de la gamme de produits qu'on avait. Mais on a vu que le marché avait soif pour ça. Fait qu'on est vraiment allé all-in dans cette technologie-là dans les premières années de l'entreprise. Et puis, dans quelques années après avoir commencé l'entreprise, on a dit, OK, on va 100% dans le DEL. Je pense que ça a été un point important dans le début de la compagnie. Tu penses que c'est encore le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le cas pour tout le monde. C'est plus un edge compétitif pour nous autres. Je dirais que, rendu en 2015-2016, le marché a rattrapé. Parce que c'était rendu clair dans ces années-là que le DEL, c'est le futur pour tout l'éclairage. Mais au début de l'entreprise, en 2009-2010, il y avait encore beaucoup d'entreprises traditionnelles qui misaient contre ça, qui disaient « Ah, c'est une fade, ça va passer, c'est pas ici pour rester ». Nous autres, on a dit « On pense que c'est ici pour rester ». Vous avez adopté la tendance, puis vous avez dit « Go, on fonce ». Effectivement. Ça a valu la peine. Oui. Fait que là, on a le modèle d'affaires. Vous savez dans quoi vous concentrez parce que vous avez quand même cette expertise-là. Vous avez votre premier gros client. Mm-hmm. Vous voulez livrer la commande. Mm-hmm. Vous vous êtes séparés les rôles. Oui. Et là, on embarque dans l'aventure d'intégrer une équipe, de bâtir une équipe. Puis Oui. là, on a défini les valeurs. Fait que comment ça se passe, tout ça? Parce que c'est ça le défi aussi. Là. On passe d'une entreprise très familiale, mais à un moment donné, tu veux justement mettre de la structure. Après ça, une fois que tu as fait ta réconciliation, il faut que tu engages du monde. Parce que ça va bien, puis il y a de l'hypercroissance. Oui. Fait que je te dirais que d'avoir vraiment bonifié la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, ça nous a vraiment servi comme l'outil de base après ça pour aller embaucher. Puis fait qu'on est vraiment allé bâtir une équipe qui était alignée sur nos valeurs, puis qui nous a vraiment aidé à définir notre culture. C'est vraiment intéressant. Au début, on a hérité d'une équipe, si on veut. OK? Avec les actifs qu'on a achetés, on a des employés qui sont venus avec, qu'on a voulu qu'ils viennent avec. Oui. On les a recrutés. Puis c'était des gens d'un peu partout. Fait qu'il n'y avait pas énormément de cohésion. L'équipe a toujours bien travaillé ensemble, mais il n'y avait pas, quand on a parti, c'était pas, on partait d'une situation qui avait été difficile. Fait qu'au début, c'était comme, il y avait pas, c'était pas la culture là, comme qu'on connaît aujourd'hui. Mais moi puis Sean, on l'a défini. Puis qu'est-ce qu'on voulait que ça soit. Puis on faisait des rencontres avec l'équipe. Je me rappelle encore dans la cafétéria. Puis on disait, OK, on a une carte cadeau là, de 25 $ de Tim Hortons. La première personne qui peut nous dire toutes les valeurs, on vous donne la carte cadeau. OK? Fait que là, on a comme, on a vraiment comme forcé que les gens adoptent les valeurs, la culture. Honnêtement, c'est comme, ça sonne presque un peu comme quétaine de l'avoir fait comme ça.
Mais on y croyait vraiment. Là. Mais tous les moyens étaient bons pour vous pour justement partir du bon pied dans cette business-là. Puis pour driver la culture aussi. OK. Mais là, quand on a commencé à embaucher, par contre, on a commencé à embaucher des gens qui voulaient cette culture-là. C'était ça le point d'attrait principal. On se retrouvait dans des entrevues, puis les gens disaient « on veut venir travailler ici ». Fait que rapidement, tôt dans l'entreprise, on a vu vraiment l'attrait que la culture pouvait avoir pour bâtir une équipe. Ça nous a vraiment permis de recruter des gens extraordinaires. On avait des gens extraordinaires avec qui on a commencé l'entreprise, OK? Puis ça a juste évolué à partir de là. Puis je pense que vraiment, la culture, les valeurs a été le point qui nous a vraiment permis de bâtir cette équipe-là, puis qui est vraiment le point qui est venu réunir cette équipe-là ensemble. Aujourd'hui, je regarde l'équipe qu'on a aujourd'hui, une équipe tellement incroyable, c'est vraiment un résultat de la culture. Puis aujourd'hui, moi, j'ai presque plus rien à faire avec ça, avec la culture de l'entreprise. Ça, c'est surprenant. Parce que vous avez un comité culture, je pense aussi. Hein? C'est ça. Puis tu sais, tu vas nous parler parce que c'est pas le président qui a géré tout ça. Il y a une belle appropriation par les employés comme tels. Là, je me rappelle vos parties d'Halloween, puis de ci, puis de ça, puis de... mais par contre, j'ai juste une question avant qu'on parle de la culture, parce que j'aimerais ça que tu nous donnes des exemples concrets pour inspirer d'autres entrepreneurs. C'est quoi la culture? Quand tu parles d'une bonne culture, c'est quoi? Mais juste avant, pour comprendre le parallèle, est-ce que tu dirais que la culture, c'est l'ingrédient qui a fait votre succès, contrairement aux autres entreprises que vous avez eues avant? Tu sais, l'espèce de différence ou de leçon apprise. Oui, la rigueur, la discipline, mais est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce que ça devient comme l'élément incontournable dans ta vision des choses à toi? Je pense pas. OK. Parce que ta question est, est-ce que ça a été l'ingrédient face aux entreprises qu'on a eues avant? Je pense pas, parce que les entreprises qu'on avait avant, je pense qu'aussi on avait quand même une bonne culture. OK? Puis ça vient beaucoup de mes parents. C'est des gens très familiales. C'est des gens qui ont du charisme. Les gens aiment être alentour de eux. OK? Oui. Fait que je pense que la culture dans les entreprises dans lesquelles j'ai fait partie dans le passé, c'était aussi une bonne culture. C'était une culture qui n'était pas définie. Fait qu'on n'a jamais défini nos valeurs. On l'a jamais fait. C'était une culture... Mais l'ADN était là, était présent. L'ADN était présent. Je pense pas que ce côté-là de moi ou de Sean, notre façon de faire affaire avec les gens, notre façon d'être à tous les jours, je pense pas que ça a changé des anciennes compagnies qu'on a fait partie au Dalles aujourd'hui. Dalles, on l'a beaucoup plus poussé, on l'a beaucoup plus défini, mais ça vient rejoindre la rigueur. Les mêmes valeurs. Ça vient rejoindre la rigueur. Puis je pense vraiment que la rigueur, c'est l'ingrédient comme moi qui m'a manqué dans le passé. Puis pas pour faire ça trop compliqué, mais de venir, après ça, appliquer la rigueur à la culture, la façon qu'on fait vivre la culture, la façon que la culture devient non négociable. Fait que peut-être que c'est une longue façon de dire oui, la culture a fait la différence, mais je te dirais que vraiment, c'est ça. C'est vraiment la rigueur qu'il y a eu derrière tout ça. Mais par contre, la question que je pensais que tu allais poser, c'est que est-ce que notre culture aujourd'hui est l'ingrédient qui nous démarque face à nos compétiteurs? Puis ça, je pense vraiment que la réponse, c'est oui. Ça, je pense vraiment, c'est la culture qu'on a aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous permet de bâtir une meilleure équipe. Puis it's all about that. Notre équipe, c'est eux autres qui font ça arriver, les produits, les ventes, les canaux de distribution et tout ça. Fait que je pense que la culture, c'est l'élément différenciateur face à nos compétiteurs. Le côté unique de Dalles repose beaucoup sur les gens qui en composent. Puis donne-nous des exemples concrets de toi. Qu'est-ce qui te fait triper de ta culture? Vous avez des implications sociales, vous avez plein de belles choses. Mais parle-nous un peu pour inspirer nos auditeurs. Oui. Bien, je pense que, premièrement, pour moi, la culture, c'est pas dans toutes les choses qu'on met sur les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que la culture de base, c'est quand je prends 5 minutes à la cafetière le matin pour parler à quelqu'un de l'entrepôt. C'est quand, de la façon, quand il y a un problème, comment on deal avec. Fait que c'est vraiment la complicité qu'on a en tant qu'équipe sur toutes les interactions à tous les jours. Puis comment
agit ensemble quand on est dans des moments de stress, dans des moments de succès, puis tout ça. Fait que je pense que la culture, c'est comment qu'on vit ensemble tous les jours. Après ça, on fait des événements qui sont vraiment le fun pour venir bonifier ça, mais c'est plus comme la cerise sur le sundae. Mais je peux dire des exemples parce qu'il y en a des fun. Oui. Fait que si à l'Halloween cette année qui vient de passer, l'équipe, ça c'est toute l'équipe. Là. Moi, encore une fois, il faut que je sois clair, je mérite aucun crédit pour ça. C'est l'équipe ont bâti, ils se sont montés un comité de Halloween, OK? Puis ils ont bâti un escape room chez Dalles. Il y a quelques années, on a fait venir un escape room. C'était comme une voiture, puis il fallait que tu trouves la clé, puis c'était vraiment le fun. Mais c'était comme facile, tu t'embauches une compagnie qui te fait un escape room. Là, cette fois-ci, eux-mêmes, ils ont bâti le casse-tête du escape room. Ils ont pris une salle de libre qu'on avait là, suite à notre projet d'agrandissement, et puis ils ont tout bâti ça. Puis c'était comme un genre de professional escape room. Fait que ils ont eu tellement de plaisir pour le faire arriver. Oui. Puis là, après ça, on a bâti la compagnie s'est comme divisée en équipes. Là, chacun à leur tour, ils ont fait l'escape room. Puis ça a fait comme une petite compétition de qui peut le faire le plus rapidement. Fait que ça, c'est un exemple que je l'ai trouvé vraiment cool. Ben oui. Pendant la pandémie, la première année, pas la première année, en 2021, pour la première fois, à notre party du temps des fêtes, party de Noël, l'équipe a fait un bye-bye. Fait qu'un vidéo de comme 15 minutes. Puis c'était toutes des spoofs sur des événements qui s'étaient passés au courant de l'année. OK? Wow. Fait que, tu sais, ils ont fait des spoofs sur les gens qui travaillent à la maison, mais qui ne travaillent pas vraiment. Ils ont fait des spoofs sur moi, puis mes mesures sanitaires, puis ils m'ont fait apparaître comme si j'étais comme François Legault, puis ils m'ont niaisé pas mal. Là, mais c'était vraiment drôle. Ça a pris de l'humilité, puis ça a donné de l'humilité à toute l'équipe. Mais le fait que là, le bye-bye, c'est comme devenu comme une tradition. On en a fait un l'année passée, on va en faire un encore cette année. Et puis, on fait des événements aussi. On essaie de faire des événements d'apprentissage. Fait comme le mois dernier, on a rentré un speaker pour faire une conférence sur le sommeil. Fait que, au dîner, on donne un box lunch aux employés, puis on a cette conférence-là qui leur permet d'apprendre pour améliorer leur vie à eux. Le mois prochain, on va avoir un conseiller en finance qui va leur donner des idées puis des trucs pour gérer la finance personnelle. Fait qu'on essaie de donner des opportunités d'apprentissage. Et puis, on est beaucoup impliqué aussi avec la Banque alimentaire Moisson-Laurentide, qui est vraiment une organisation là, fantastique, qui est extrêmement sollicitée de ces temps-ci. Puis, c'est quelque chose auquel moi, je crois énormément. Puis, Moisson-Laurentide, notre relation avec eux a commencé, on leur donnait un don à chaque année. Ça a au début, dans les premières années de Dalles, crois-le ou non, on chargeait pour le café, c'était 50 sous. Puis à la fin de l'année, on donnait tout l'argent de la cafetière à Moisson-Laurentide. Oui. Puis au fil des années, on a continué à faire des dons. Par contre, il y a quelques années, on a commencé à donner des heures. Fait que là, à chaque semaine ou à chaque quelques semaines, il y a une équipe de Dalles qui va chez Moisson-Laurentide pendant les heures de travail et puis qui travaille dans leur banque alimentaire. Et puis c'est tellement... je pense que les employés chez Dalles, l'équipe de Dalles, c'est tellement important pour eux d'être un membre productif de la société, de la communauté, de travailler pour une entreprise, oui, qui vise l'excellence, le profit, mais aussi qui veut faire du bien. Fait que ça, c'est quelques exemples auxquels je peux penser. Il y en aurait plusieurs autres. Beaucoup. En fait, moi, j'avais été approchée, j'avais parlé à une de tes collègues, justement, là, qui avait parti un programme de leadership féminin. Oui. Fait que, tu sais, juste, il faut le faire pareil. Tu sais, c'est une bonne idée, tu sais, de faire ça, d'avoir ces éléments-là. Donc, ça se poursuit. Est-ce que ça se poursuit toujours? Ça a été un programme qu'ils ont fait pendant 1 an. OK? Oui. Et puis, c'est Audrey à qui tu avais parlé. Oui. Puis, elle a fait ce programme-là. Ça a duré 1 an. Ils ont travaillé vraiment fort. Il était une cohorte d'environ 8. Oui. Et puis, ils ont mis beaucoup de rigueur. Et puis, ils l'ont suivi là, du début à la fin. Ça a duré 1 an. Je te dirais que ça l'a beaucoup apporté aux gens à qui ont participé. Fait que ça a été un beau succès.
Et puis, ça va être quelque chose à reprendre dans une forme ou une autre. Une forme ou une autre. Puis vous avez également développé des parcours de leader aussi à un certain moment donné. Oui, ça avait été l'initiative de Sean. OK? Oui. Puis dans un sens, je pense que quand Audrey elle l'a fait, elle s'est inspirée aussi du programme que Sean avait fait. Et fait que ça, c'est Sean qui avait fait ça. Un format similaire. Ça avait duré 1 an. Il y avait eu un sommet. On avait lu des livres ensemble. On avait fait des exercices ensemble. Fait qu'on avait vraiment développé. L'idée, ça avait été de développer des leaders dans l'entreprise. Ça aussi, on le voit. Les gens veulent vraiment, ils veulent grandir. Fait que les gens, ils veulent développer leurs habiletés de leadership. Fait que si c'est quelque chose qu'on est capable d'offrir en tant qu'entreprise, mais ça aussi, c'est une belle... Parce que la statistique de McKinsey dit qu'il y a seulement 5 des entreprises en Amérique qui ont réellement un programme de développement des employés. Fait que vous, dans votre entreprise, je vous ai toujours trouvé, quand même précurseur et très avant-gardiste de dire on va investir dans nos gens. Là, aujourd'hui, c'est comme... C'est un incontournable, il faut que tu aies une culture, il ne faut pas qu'elle soit frémée. Là, c'est dans le sens que si tu fais ta liste d'épicerie, de table de ping-pong, de ci, de ça, tu nous l'as bien expliqué. C'est plus ça, la vraie affaire. Il faut que les gens se sentent vraiment compris, interpellés. Et là, tu nous as donné des exemples. Mais comment s'est passée l'évolution et la croissance de Daz? Tu veux dire au niveau culturel ou tu veux dire au niveau... Les deux. C'est quoi les phases? Comment tu expliques les phases de l'entreprise? OK. Bien, fait qu'on a... J'ai parlé du début de l'entreprise en 2009, OK? Puis, je dirais tu nous demandais nos principes tantôt. Un des principes du début puis qu'on a maintenu, c'était vraiment le service aussi, OK? Oui. Fait que le service, en voulant dire qu'on expédie très rapidement les commandes, OK? Fait que si on reçoit une commande et puis la même journée, on l'expédie. Si on la reçoit avant 2 heures, la même journée, on l'expédie. Et puis, si jamais il y a un problème avec, ben, on ne pose aucune question, on t'en envoie une nouvelle, une pièce de remplacement, whatever. Okay? Fait que le service, ça a toujours été un point fort pour nous. Fait que ça, mixé avec la stratégie au Dell, que j'ai aussi parlé tantôt, ces deux choses-là ensemble, nous ont donné une belle croissance dès le début. Okay? Fait qu'on a eu, je dirais, le vent dans les voiles 2009, 2010, 2011. Là, après ça, moi et Sean, on faisait nos planifications stratégiques à chaque année, les deux. Puis, à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on aurait besoin d'un peu d'aide. Peut-être que ça pourrait être mieux, ces planifications stratégiques-là. C'est là qu'on t'a rencontré. Hein? On a dit, ça serait le fun d'aller chercher un coach, une coach. Et puis, on croyait au programme Gazelle qu'on avait connu un petit peu à travers IO. C'est là qu'on t'a rencontré. Puis là, ben, c'est là qu'on a, suite à notre premier atelier avec toi, c'est là qu'on a bâti... qu'on a commencé à bâtir l'équipe de gestion. Avant ça, il n'y avait pas d'équipe de gestion, c'était moins Sean. OK? Puis là, après ça, ben, on a bonifié des gens qui étaient déjà en place, c'est-à-dire, ben, tu es un gestionnaire, on va se rencontrer maintenant. Là, on a commencé la rigueur des daily huddles et puis tout ça, qu'on fait encore, je pense qu'on n'a jamais manqué un depuis ce temps-là. J'adore, okay? j'adore. Et puis, on a commencé à bâtir l'équipe de gestion. Fait que je dirais qu'à partir de 2012, ça a été cette deuxième phase-là, l'équipe de gestion. Puis là, ça nous a donné une autre phase de croissance, juste en bâtissant cette équipe-là, en ayant une compagnie qui était un petit peu moins Joey et Sean, puis qui était un petit peu plus équipe Daz. Après ça, en 2015, on a lancé par accident un produit qui était de l'éclairage encastré. Comme je te disais, c'était notre catégorie numéro 1. On l'a lancé presque par accident à travers l'innovation. Fait qu'on a toujours poussé très, très fort sur la nouveauté, les nouvelles possibilités. Sean et moi, on a voyagé à travers le monde ensemble. On allait en Asie, on allait en Europe, évidemment à travers l'Amérique du Nord. Puis on était très, très, très aptes à essayer de voir c'est quoi les prochaines tendances qui arrivent. On ramenait un sac plein d'idées, puis on monte ça aux clients. Puis c'était un petit peu messy là, comme process, mais c'était ça. On était vraiment à l'affût de ces tendances-là. Puis en 2015, on a lancé un nouveau produit. Au début, on pensait que ça allait être un produit pour notre application d'éclairage sous cabinet. Un de nos clients nous a dit non, ce produit-là serait vraiment bon pour l'encastrer. On s'est lancé dans l'encastrer et puis là, l'entreprise a comme carrément doublé dans un an. Là. 2015 à 2016 ou 2016 à 2017, dans ces années-là, on a eu un autre grosse...
l'entreprise a doublé, effectivement. Fait que là, on a continué à bâtir l'équipe. On a vraiment comme bonifié tous les processus, développement de produits. On a vraiment voulu continuer à tout accélérer. On a commencé à rajouter... pendant ces années-là aussi, avec ce succès-là, on s'est aussi permis de vraiment reviser tous les produits qu'on offrait, tous les services, tous les produits vraiment qu'on offrait. Puis là, on a commencé à aussi discontinuer les Parce que vous gammes. pouviez vous le permettre de faire peut-être un peu plus un focus sur votre niche. Exactement. On s'est dit, OK, dans quoi qu'on est vraiment bon, puis dans quoi qu'on est comme peut-être ordinaire. Puis on s'est permis de juste sortir de tout ce qu'on était ordinaire. Moi, ça m'a fait mal au début parce que c'était quand même comme quelques millions de revenus qu'on repoussait. C'est bon pour la réconciliation. Ouais, c'est ça. Ça a fait mal à la réconciliation bancaire. Mais En regardant par en arrière, ça a vraiment été une décision super importante. Fait que là, à partir de ces années-là, on s'est vraiment focusé sur une gamme de produits sur lesquels où on se considérait les meilleurs, où on voyait vraiment l'opportunité de devenir les meilleurs quand même assez rapidement. Et puis là, on a commencé à recruter aussi des joueurs à plus haut niveau. Je ne veux pas dire à plus haut niveau parce que tous nos joueurs sont à haut niveau. Non, mais qui ont des compétences peut-être différentes pour vous amener à un autre niveau. C'est ça, qui arrivaient avec un background, avec de l'expérience dans des plus grandes entreprises et puis qui avaient vraiment, qui étaient prêts à nous amener au prochain niveau. Fait que ça, on a passé ça, 2018 à 2019. On a continué une belle croissance à ce niveau-là. Puis en 2019, bien, comme tu sais, mon partenaire, Sean, a décidé de quitter l'entreprise. Et qui a quand même été une année là, marquante pour Dallas, parce que même si on avait vraiment bâti l'équipe, on a une équipe formidable, les gens ont toujours dit, Dallas, Joey et Sean, puis fait que ça a été quand même un coup pour l'entreprise. Évidemment, Sean a fait ça à la Sean, d'une façon la plus incroyable qu'il aurait pu jamais le faire, et puis ça tout mis les chances sur le côté de Dallas. Et puis, je pense que même lui-même, il voyait une opportunité pour Dallas de peut-être streamliner l'équipe de gestion. Fait que là, je te dirais que cette année-là de transition que Sean a quitté, c'est vraiment là qu'on a comme renforcé l'équipe de gestion, l'équipe exécutive. C'est devenu là, comme plus que jamais vraiment une vraie équipe de gestion. Et puis... Et Sean, juste pour que nos auditeurs, Sean est maintenant un coach Skilling Up comme moi. Ouais. Et a pris ma place dans votre coaching parce qu'il y avait déjà la connaissance de la business. Son cœur, il est toujours là, mais je pense qu'il avait le désir. Il a écrit un livre, Happy Leader. Je pense qu'il avait vraiment le besoin de suivre cette voie-là, de coacher, puis tout ça. Fait qu'il l'a fait à travers Dallas. Je pense qu'il accompagne toujours Dallas. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y a comme une belle complicité qui s'est gardée. Mais toi, ça t'a quand même dû faire un choc quand même de perdre ton partner de si longue date. Bien, définitivement, ça a été une année avec beaucoup de changements. Et puis, ça a été difficile de le perdre, Sean, effectivement. Mais comme je dis, il l'a fait vraiment de la bonne façon. Il a mis il a alloué le temps nécessaire à la transition pour bien que ça se fasse. Et puis aussi, un des points intéressants en parlant de Sean, comme tu sais, Sean, c'était la personne, encore aujourd'hui en tant que coach, puis en tant qu'actionnaire, puis en tant que supporter ultime de Dallas. Sean, il est heureux, puis il est people, puis toutes ces caractéristiques-là. Puis là, quand il a quitté l'entreprise, il a fallu que j'en reprenne un peu de ça moi-même. Puis c'était pas dans mon naturel autant que Sean. Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup de Sean. Tout ce côté-là, le côté... qu'est-ce que j'appelais par avant des soft skills? Maintenant, je me rends compte que d'appeler ça des soft skills, c'est comme un desservice parce que c'est pas ça. Parce que tout le côté people, c'est tellement, tellement important. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai appris beaucoup de Sean. Fait que quand Sean a quitté, il a fallu que je reprenne plus ça, ce côté-là à moi-même. Et puis, nous deux étant rouges à 98 faut comme se forcer un peu pour justement. Mais en même temps, je suis sûre qu'il y a des belles percées aussi à ce niveau-là, toi comme meilleur humain, non?
Absolument. Non, c'est ça. Ça a été, je pense que mon style s'est adapté après ces années-là. Fait que ça a été une nouvelle, un nouveau Joey 3.0. 3.0. Non, là, rendu 3.0. Il y a une chose que tu n'as pas parlé que j'aime beaucoup de toi, puis je m'en rappellerai toujours. Là. J'étais toute seule dans le bureau avec toi. On faisait l'exercice du One Pager Personal Plan. Oui. Puis là, tu avais tout ton cartable avec tes checklists puis tes affaires. Puis là, je m'en rappelle, là, tu mettais des objectifs. Puis là, je vais être président de IO, je vais participer à YPO. Tu as toujours été quelqu'un d'hyper comme déterminé avec des objectifs. Mais je pense qu'on a à apprendre de toi. Tu sais, fait que on comprend que la rigueur a été le succès de ta business, de celle-là. Mais parle-nous de toi un peu d'un point de vue plus personnel, dans ta façon de gérer toute cette discipline-là. Là. Oui, bien, c'est intéressant parce que, Cléo, je te dirais que tu es la personne qui me perçoit le plus comme ça, hein, puis quand on en parle et puis tout ça. Et puis... Mais moi, je le vois comme une qualité. Bien, absolument. Puis je le prends comme ça aussi, mais c'est moi, je me vois tellement pas comme ça. OK. Moi, je me vois vraiment pas comme une personne disciplinée, OK? Et puis, je me relance rapidement dans... Quand j'étais plus jeune, ado, et puis après ça, dans ma vingtaine, j'avais vraiment un grand manque de rigueur. Là. J'arrivais au travail en retard, je ne payais pas ma facture de carte de crédit. J'étais vraiment passionné pour vendre, pour la croissance, pour faire des deals, mais je n'avais pas cette rigueur-là. Puis quand j'ai parti d'Als, puis je me suis forcé à avoir quelques rigueurs, j'ai rapidement vu le fruit de ces efforts-là. Le bienfait de tout ça. Fait que ça m'a motivé. J'ai commencé à courir des marathons pour, je ne sais pas pourquoi, quand j'avais 25 ans. Dans mes premiers marathons que j'ai courus, ma stratégie, c'était cours aussi vite que tu peux pendant aussi longtemps que tu peux. Puis après ça, ben, comme tu feras ton mieux pour finir, OK? Puis ça donnait vraiment pas des bons résultats. Puis quand j'étais rendu un peu plus loin dans ma trentaine, puis là, j'avais commencé à incorporer un petit peu de rigueur, j'ai décidé de m'entraîner pour un marathon avec un plan. OK? J'ai dit, je vais prendre je vais imprimer, je vais trouver un plan, je vais l'imprimer, puis là, je vais vraiment suivre à la lettre. Puis ça a été tellement plus facile, puis ça a tellement donné des meilleurs résultats et puis tout ça. Mais ce plan-là, je l'ai imprimé, ça dure 4 mois, habituellement, l'entraînement d'un marathon. Fait que j'avais 4 pages de calendrier d'imprimer. OK? Puis sur ces pages de calendrier-là, c'était comme chaque jour qui est aujourd'hui, cours 15 km, cours 10 km à cette pace-là, puis Fait que là, je revenais d'avoir couru dans le mardi, il fallait que je cours mon 10 km. Là, je revenais, puis là, je prenais le plan, puis là, je mettais un checkmark dessus. OK? Puis là, ça l'a avancé au fil du temps. Et puis là, je me suis dit, hier, il me semble que j'ai bien mangé, puis j'ai mieux couru aujourd'hui. Fait que là, j'écrivais comme bien manger, sur la case de bien manger hier, OK, bien dormi hier. Ouais. Je m'ai préparé d'avance, je me suis étiré. Fait que là, j'ai commencé à comme loguer des choses, comme sans vraiment me donner l'objectif de le faire. C'est comme devenu d'une façon naturelle. Puis là, le jour du marathon est arrivé, j'ai couru le marathon, j'ai eu une belle course, j'ai fait un bon temps. Puis là, j'arrive au bureau le jour d'après. Puis là, c'est comme, il me manquait cette checklist-là. fait que là, j'étais allé dans Outlook, j'ai imprimé les pages du calendrier pour le reste de l'année. Puis là, je l'ai mis dans un cartable. Puis là, d'une façon aléatoire, comme j'inscrivais, je me suis entraîné aujourd'hui, j'ai fait des poids, j'ai bien mangé, j'ai pas consommé d'alcool, j'ai pas, fait que je commençais à comme prendre note de quelques-uns de mes habitudes. Des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. Je peux même écrire des fois « tired », là, je suis fatigué aujourd'hui, puis whatever. Fait que là, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Fait que là, j'ai commencé à me donner comme des buts, puis j'ai commencé à les tracker de cette façon-là. Ça a vraiment commencé d'une façon super organique. Comme je te dis, j'avais un cartable, c'est imprimé. Là, aujourd'hui, je le fais dans Google Drive. Okay. C'est comme, j'ai comme 8 choses que je track. Beaucoup de l'exercice, la nutrition, des choses. J'aime beaucoup faire des exercices de respiration. Je l'ai-tu fait? C'est de la méditation. Je l'ai-tu fait? Des choses comme ça. Fait que j'essaie de prendre des choses super basiques qui me font bien sentir, bien performer. Puis j'essaie de les faire le plus souvent possible. C'est vraiment toi qui m'as appris, tout ce qui se mesure s'améliore. Puis je me rends compte qu'en faisant ça, ben, peut-être qu'à place d'aller au gym 2-3 fois par semaine, ben, j'y vais 4-5 fois par semaine. Parce que c'est le fait de le mesurer,
ça me stimule à le faire plus. J'essaie de garder la balance, de ne pas devenir obsessif. Tu sais, Oui. des fois, j'ai des semaines que c'est tout des zéros partout. C'est correct, tu sais. Oui. Mais je pense que pour essayer comme de performer, qu'est-ce que je me rends compte, c'est retombe rapidement dans ta routine. Tu sais, ta routine qui te fait du bien, là, retombe le plus rapidement possible dedans. Fait que je la track. Puis ça me prend peut-être 30 secondes par jour le faire. Puis quand je fais mon nouveau template de Google Drive à chaque année, ça me prend peut-être 20 minutes de faire le template. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose que je passe des heures à tracker et tout ça. Non. Mais c'est devenu un petit système dans ma vie qui m'emmène beaucoup de well-being, si on peut. Mais il y a tellement de gourous qui parlent de ça. Hein? Tu sais, l'auteur de Success, le magazine Success, qui parlait justement de tracker ça. La notion de... Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve admirable là-dedans, puis je fais le parallèle avec le livre Mon masque à oxygène en premier, c'est tes rituels de résilience. C'est d'avoir des rituels qui te font du bien. Mm-hmm. Puis tu es capable de les tracker puis de les faire. Mais tu es capable de les tracker et de les faire, puis tu as 3 beaux grands garçons. Ouais. Puis tu es super impliqué. Mélanie et toi, j'ai la chance de connaître ton épouse. Elle est extraordinaire. Une Effectivement. femme extraordinaire, super impliquée. Des beaux enfants. Comment tu combines le volet, tu sais, entrepreneur en croissance, famille et tout? Ah, ben honnêtement, ça va super bien. Oui. J'ai tellement une bonne équipe au travail là, chez Dals que j'ai quand même, ça me permet de vivre une belle vie quand même. Fait que oui, je travaille fort, je suis très impliqué dans l'entreprise. Ça m'arrive de travailler les soirs et les fins de semaine, mais je choisis mes moments, puis j'ai vraiment une belle équipe pour me supporter de ce côté-là. Fait que je sens que j'ai une belle balance au travail. Et puis, ben à la maison, tu sais, c'est ça, pour moi, c'est mon purpose, là, c'est ma famille, c'est mes enfants. Fait que c'est du naturel pour moi. J'adore ça. Je suis impliqué dans leurs activités. J'aime ça aller regarder les matchs de soccer, les matchs de basket, les emmener aux pratiques. On passe du temps dans l'auto ensemble. Je vois aussi, j'ai beaucoup d'amis qui sont un petit peu plus vieux que moi, puis je vois que ça finit rapidement, Ça cette va phase-là. vite, hein? Ouais. Fait que mon plus jeune, il a 8 ans, puis lui, il me donne encore des câlins, puis tout ça. Puis je le vois, ça va pas durer pour toujours. Fait que je l'apprécie. Puis avec Mélanie, ma femme, mon équipe au travail, tout ça réconcilié ensemble, on arrive à l'horaire à flot bien. Il y a des semaines qui sont comme un petit peu folles, mais on s'en sort, puis je suis heureux dans ça. C'est ça, puis le purpose, c'est là, puis tu es impliqué pour tes enfants, puis c'est vrai que ça va vite, là. Tu sais, moi, mon grand, il est rendu à 15 ans, là. C'est comme, je l'inscris à ses cours de conduite, là. Je suis comme, ouais, maman, c'est ça. Fait que ça va être un avantage quand même quand ils vont conduire, comme on dit, là. Tu sais, ça va faire différent. Mais une chose que... Alors là, on voit l'humain, on a compris l'humain, on comprend la belle évolution de Daz, les changements, les grosses phases importantes. Mais l'année dernière, tu as vécu aussi également une grosse phase importante où tu as trouvé des partenaires. Mm-hmm. Et j'aimerais que tu m'expliques un peu quelle était ta vision, quel partenaire, pourquoi, justement, probablement pour poursuivre évidemment l'hypercroissance, mais j'aimerais voir comment toi, quel a été ton processus de décision et de réflexion. Oui, absolument. Fait en 2020, 2021, pendant la COVID, on a travaillé tellement fort, puis on a eu des belles années. Ben, c'était vraiment le succès de Dalt qui continuait. Et puis, au fil du temps, à travers mes différents réseaux d'amis entrepreneurs, j'ai vu plusieurs personnes faire des deals avec des private equity, des firmes d'investissement en private equity. Et puis, le modèle commençait beaucoup à m'attirer parce que, en fait, qu'est-ce que je voyais dans ce modèle-là, c'était la capacité de prendre un partenaire, de sortir quelques-uns de mes actifs de l'entreprise, fait que sécuriser quelque chose pour ma famille hors l'entreprise. Et puis, mais quand même rester un actionnaire significatif dans l'entreprise. Et puis après ça, vraiment pousser là, pour l'hypercroissance, pour de vrai, mais de m'être dérisqué un petit peu avant de sauter dans cette prochaine phase-là. On est rendu à un point, on est rendu à un point où est-ce que les prochaines étapes de croissance nécessitent beaucoup plus d'expertise, nécessitent plus de risques, nécessitent
il y a plus de complexité. Et puis, c'est dur de le faire tout seul. C'est dur de prendre ce risque-là tout seul. Moi, Cléo, j'ai resté depuis comme... mes échecs dans ma vingtaine sont restés avec moi longtemps. Puis, j'ai une peur. J'ai une peur de perdre, OK? Puis, je pense que ça l'affecte mon habileté de bien gérer l'entreprise des fois. Tu l'as vu, OK? Des fois, j'ai attendu plus longtemps que j'aurais dû attendre pour faire certains investissements et puis tout ça. Fait que des fois, c'est irrationnel. Ça m'affecte. Puis, fait que là, j'ai vu la possibilité. J'ai dit, je pense que si je pourrais aller chercher un partenaire de cette façon-là, sécuriser un petit quelque chose pour peut-être enlever ce sentiment-là que je vais tout perdre demain matin, puis d'avoir un partenaire après ça qui vient emmener de l'expertise, qui vient emmener de la capacité financière, qui vient vraiment appuyer les bonnes choses qu'on fait. Et la culture qui fit avec la culture, avec la vision. Fait que, honnêtement, c'était comme un too good to be true, le scénario. Mais j'ai commencé fait qu'à la fin de 2021, début 2022, j'ai commencé à dire, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais considérer. Fait que j'ai engagé des aviseurs pour me parler de mes options, puis d'aller chercher peut-être plusieurs différentes options dans le marché qu'il pourrait avoir pour moi. Dans le private equity, on s'entend, c'est comme dans les fabricants d'éclairage, tu en as de toutes les sortes. Hein? Fait qu'il y a plusieurs différents types de partenaires qu'on aurait pu avoir. Évidemment, tu connais nos nouveaux partenaires, la gang de chez BDG. Tu as déjà eu Christian Turgeon sur le podcast. Comme invité sur ton podcast. C'est vraiment une équipe exceptionnelle. Je n'aurais pas pu rêver à mieux qu'eux. Ça fait presque un an qu'on a fait la transaction avec eux. Et puis là, ils viennent vraiment, ils nous empower à faire ce qu'on fait bien. Ils viennent nous accompagner dans la couche de gouvernance additionnelle pour les prochaines phases de croissance, structure financière, regarder les possibilités d'acquisition future. Fait que c'est vraiment... Ce qui est dur à gérer quand tu es un seul homme qui veut avoir un équilibre avec la famille, avoir une discipline personnelle, prendre soin de toi, faire des acquisitions, gérer la business, à un moment donné, c'est beaucoup, là. Puis ce que je trouve aussi dans le développement de vos business, c'est qu'à quelque part, tu es le seul, mettons, propriétaire ou actionnaire, ou oui, Sean est encore actionnaire, mais c'est d'être capable de dire que chaque décision, c'est des décisions à 10 000 10 millions. Je veux dire, c'est plus des décisions à 1 000 c'est des décisions à 10 millions. Là, est-ce que j'investis ça? Je trouve ça dur, quand on dit seul au sommet aussi, d'avoir des gens qui viennent valider tes hypothèses de croissance puis qui t'amènent ailleurs. Ça va de soi. Puis en plus, ça reste au Québec. Oui, absolument. Ben, c'est ça. Puis comme je dis, j'aurais pas pu demander mieux dans un partenaire. Puis on s'est vraiment ça revient à la culture. On s'est vraiment... Eux, ils ont beaucoup valorisé notre culture. Ils ont vu énormément de potentiel dans cette culture-là. Quelque chose que d'autres n'ont pas. Il y en a d'autres firmes purement financières qu'on a rencontrées que eux, c'était pas un élément particulier. Eux, ils ont vu quelque chose dans ça. Il y a eu un bel alignement avec les deux équipes dès le début. Comment ça a été reçu de ton équipe quand tu as annoncé ça? Ça a été très bien reçu. Ça a été très bien reçu parce que c'est comme s'ils rencontraient d'autres membres de l'équipe Dalles. C'est des gens qui ont très bien fité dès le début avec notre genre, notre type de décontracté dans un certain sens. Et puis, on a d'autres employés qui sont devenus actionnaires minoritaires dans la transaction. Fait qu'ils ont été heureux de voir qu'il y avait encore plus d'implication de l'équipe de Dalles. Puis je pense que comme moi, j'étais très excité, j'étais très heureux de ça. Fait que je pense que on l'a fait vivre ça en même temps. Okay. Fait que je pense que ça a été bien reçu. C'est sûr que tout changement, petit et gros, amène toujours un certain inconfort. Fait qu'après ça, il faut le vivre. OK? Oui. Fait qu'il y a l'annonce de la première journée, mais après ça, c'est comment que ça se passe dans les semaines puis les mois d'après. Puis je dirais que ça s'est passé très bien. On est en train de connaître une bonne année, puis la business va bien. On a doublé notre entrepôt, notre bureau chef, des nouveaux bureaux. Fait que, tu sais, on a le vent dans les voiles en ce moment. Fait que l'équipe, ils ont beaucoup de pain sur la planche, là, sont occupés. Mais je pense que ça va bien. Je pense que avec le temps, ça a très bien été reçu, puis ils sont motivés. Tu réussis à garder, tu sais, si on repense au début quand tu disais
si je repense à ma vingtaine, puis quand j'ai commencé, ou à 12 ans, quand j'ai commencé à aider mon père, ces valeurs-là familiales, tu as réussi à trouver un partenaire où ton ADN demeure la même. Puis je pense que c'est ça aussi qui doit te gratifier encore plus. Puis le taux de succès aussi de ce partenariat-là. Oui. Puis en même temps, moi, j'aime beaucoup apprendre, OK? Oui, Puis eux, ils m'ont beaucoup... moi, ça m'amène à un nouveau niveau d'apprentissage, d'être allié oui. à ce partenaire-là. Fait que là, j'apprends toutes sortes de nouvelles façons de gérer la business. Fait que ça aussi, ça a été un gros atout, puis qui va au reste de la compagnie. Fait que oui, les valeurs sont maintenues, mais il y a comme le côté next level pour l'entreprise, puis pour moi personnellement aussi. Puis parle-moi donc, quand tu parles de M apprendre, tu as été dans IO, tu es Oui. dans YPO, tu peux-tu juste me dire qu'est-ce que ça t'apporte, ces groupements d'affaires-là? Absolument. Fait que aujourd'hui, je suis dans YPO, ça fait 6 ou 7 ans maintenant, peut-être un petit peu plus. Et puis, puis très similaire à IO, c'est deux excellentes organisations c'est comme le même setup. Fait que tu vas avoir des événements d'apprentissage local. Fait que tu vas avoir un chapitre local, c'est le chapitre du Québec. Fait qu'il va y avoir des événements d'apprentissage à chaque mois. Fait que le sujet peut être différent à chaque mois. Fait que tu apprends en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, en tant que chef d'entreprise. Fait que ces événements-là sont excellents, puis ça me permet de continuer à apprendre. Après ça, tu fais aussi partie d'un plus petit forum qui est comme c'est comme un board of advisors personnel, si on veut. Fait que 6 à 8 à 10 personnes maximum. Puis ce forum-là, ça devient des gens qui t'accompagnent dans ta carrière et puis qui aident à faire des décisions majeures, et puis toi envers eux, eux envers toi. Fait qu'il y a un énorme apprentissage qui se fait faire à travers ce réseau-là. Puis il y a aussi des événements mondiaux dans l'organisation que je participe un petit peu moins aujourd'hui. J'aimerais ça en faire plus dans le futur, mais énormément d'opportunités d'apprentissage à travers ça. Je me suis aussi beaucoup impliqué en tant que bénévole. Fait que je l'ai fait dans IO. J'ai fait tous les événements, le membership. J'ai été président du chapitre dans IO. Puis je me suis dit que je voulais faire la même chose dans YPO parce que ça m'a tellement permis d'apprendre des nouvelles habiletés de gestion, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives. Ça a été super stimulant. Fait que là, je suis dans le même journey en ce moment dans YPO. Je me suis impliqué sur plusieurs différents rôles sur le conseil. Cette année, je suis le co-chapter chair, qui est comme un genre d'équivalence à la présidence. C'est parce que j'investis le temps. Là. C'est pas. Oui, oui. C'est important pour toi, ouais. ça t'apporte beaucoup, mais tu veux redonner aussi. Exactement, c'est ça. Fait que c'est c'est des organisations qui m'ont amené aussi beaucoup d'humilité, puis Oui. qui m'ont vraiment montré que j'avais un autre niveau auquel que je pouvais me rendre. Puis après ça, des gens qui vivaient les mêmes hauts et bas en affaires qu'on peut vivre. Puis de vivre ça ensemble, ça a vraiment été des beaux regroupements pour moi. Oui. Là, tu restes toujours aussi sur un regroupement. Bien là, c'est fait pas partie d'un regroupement, mais tu as connu ces gens-là. Tu es avec mon conjoint Eric sur un forum aussi, mais plus nord-américain. Oui. Et c'est beau de voir l'évolution. Tu sais, moi, je le vis en étant la conjointe, mais la transformation, à toutes les fois que vous avez un séjour ensemble, Ouais. vous revenez, les yeux brillent, tu sais, d'avoir le temps de réfléchir. Je pense qu'on a besoin de ça quand on vit l'hypercroissance, d'avoir ces moments de ressourcement-là. Ces organisations-là sont extraordinaires. Et je dirais même YPO a même des forums de femmes qui n'existent pas dans IO. Est-ce que c'est populaire, ça, au sein de... Oui, YPO incorpore beaucoup l'aspect familial en général, OK? Fait qu'il y a des partner forums, fait que où est-ce que ton partenaire peut participer, ton partenaire de vie peut participer. Et puis, fait que les partner forums, oui, c'est quand même assez populaire. Il y a des chapitres qui misent beaucoup plus sur ça que d'autres. Okay. Mais généralement, c'est vraiment un beau produit. Puis que je pense que les gens qui participent, ils l'apprécient beaucoup. Puis après ça, il y a beaucoup aussi d'activités familiales auxquelles qui peut participer pour les différents groupes d'âge aussi. Fait qu'il y a des activités pour les plus jeunes enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes et puis tout ça. Fait qu'effectivement, YPO mise beaucoup, beaucoup sur l'aspect familial. Familial dans son ensemble. Fait que c'est bien aussi, parce que tu sais, des fois, on pense toujours que il est parti, il est seul, ou tu sais, puis là, pendant ce temps-là, non, tu sais, ça inclut tout ça. Mais bref, je t'ai vu, moi, grandir à travers, évoluer de manière extraordinaire à travers toutes ces années-là. Et si je te pose la question, Joey, dans 10 ans, il va être où?
Oh! Je m'attendais pas à cette question-là. Mais la première réponse, c'est que j'adore ce que je fais aujourd'hui. J'adore mon entreprise, j'adore mon équipe, j'adore ma famille. Fait que je suis très grateful de où est-ce que je suis aujourd'hui. Et puis, je suis très ouvert à toutes les différentes possibilités qui peuvent venir vers moi dans le futur. J'ai été en business avec mes parents pendant 10 ans. Oui. Ça a été des souvenirs extraordinaires pour moi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis j'ai la chance qu'ils m'ont donnée, le support qu'ils m'ont donné, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup en travaillant avec eux. Je serais définitivement ouvert à offrir cette même opportunité-là à 1, 2 ou 3 de mes enfants s'ils veulent. Fait qu'on peut revoir dans quelle forme que ça va prendre. J'aime beaucoup, on a investi dans notre bâtisse, Sean et moi. J'aime beaucoup l'aspect immobilier. Peut-être qu'il y aurait l'opportunité au fil des années d'en faire un peu plus de ce côté-là. J'aime beaucoup la business. Y aurait-il une possibilité éventuellement d'investir dans d'autres business? Fait qu'une combinaison de toutes ces choses-là ensemble, on va voir où est-ce que ça va m'apporter. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour se rendre là, puis pour avoir le plus d'options d'ouvert envers moi dans le futur, c'est qu'il faut que je performe dans ce que je fais aujourd'hui. Fait que oui, je me permets de rêver, puis je le fais, mais pour réaliser ces rêves-là, puis pouvoir avoir le plus d'options possible, je suis vraiment focusé sur qu'est-ce que j'ai à livrer aujourd'hui. Puis en ce moment, j'ai un nouveau partenaire, on a une business qui va bien, qui a plein de potentiel. Je pense qu'on voit quand même qu'il y a des vents de front aussi dans l'économie en général en ce moment. Fait que je suis très focusé sur l'exécution là, de rendre ce nouveau partnership-là que j'ai formé un succès. Fait que ça, c'est vraiment mon focus immédiat. Mais je suis sûre que tu vas avoir une bonne rigueur dans ce focus-là, puis ça va bien aller. J'ai comme pas de doute là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle ou qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être aux entrepreneurs qui se lancent? T'sais, y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Y aurait-tu un message précis que tu aurais le goût de lancer à nos auditeurs? Moi, je pense que j'assiste à plusieurs conférences d'affaires, puis des grands entrepreneurs, puis des livres, puis des podcasts, et puis tout ça. Puis tout le monde cherche un petit peu la recette magique, puis le secret. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y en a pas. OK? Oui. Puis je crois vraiment que le succès, puis le succès que je t'ai vu avoir, tu sais, merci, on parle beaucoup de moi, évidemment, c'est la forme du podcast, mais le succès que je t'ai vu avoir, toi, le succès, on parle d'Éric, on parle de plusieurs autres personnes que j'ai vues, ça vient après plusieurs années de faire les bonnes choses, the fundamentals, OK? Oui. Puis pour nous autres, c'est le bon produit, le bon service, la bonne équipe. La bonne équipe, puis every day, tu sais, puis lâche pas. Puis les gens arrivent, des fois, je vois des gens qui ont une bonne année ou une mauvaise année, puis là, ça les déstabilise complètement, puis ils changent de ces fundamentals-là. Fait que pour moi, tu sais, le overnight success, il a pris 15 ans à arriver là, puis puis plusieurs échecs en cours de route. Fait que pour moi, c'est vraiment de rester focusé, de ne pas lâcher, de garder ses valeurs, les fundamentals. Puis je vois vraiment le succès devenir exponential. Après ça, là, tu restes à cette recette-là là, pendant 5 ans, 10 ans. Puis là, après ça, ça peut commencer à se multiplier beaucoup plus rapidement. C'est le flywheel effect de Jim Collins. Absolument. On est là-dedans, puis tu t'en vas là-dedans. Puis écoute, t'es vraiment inspirant. Merci. Vraiment. Moi, je t'ai vu évoluer. C'est comme extraordinaire. Puis aujourd'hui, je découvre, je dirais, un Joey 4.0. Encore plus humain, plus authentique, encore plus groundé. Merci beaucoup de ton partage. Je suis convaincue que ça va inspirer plein de gens. Ton parcours est extraordinaire et on va mettre tout dans les liens de l'épisode, vraiment toutes les références sur Daz. Vous êtes toujours en recrutement, des choses comme ça. Donc, toute l'information va être là. Alors, je te remercie sincèrement. Mais un gros merci à toi, Cléo. C'était un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci. Yes. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver
tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.